Pour cette deuxième partie de la matinée, nous accueillons Christophe, Martin. Bonjour Christophe. Thibaut. Alors, Christophe Bergamini. Oui, c'est pas alsacien, désolé. Non. C'est facile. Donc tu es à la tête de l'office de tourisme de la vallée de Kaysersberg. Comment? Kaysersberg. Oui, alors je vais te donner un élément très facile. Tu as fait allemand première langue, Christophe? Oui. Kaiser, c'est l'empereur. Berg, la montagne de l'empereur. Kaysersberg. Kaysersberg. Voilà. Ok, bon, je vais m'entraîner plus tard. Alors, qui est l'une des plus dynamiques des offices de tourisme? Ton regard d'expert sur la captation des visiteurs et leur parcours sur un territoire va être très précieux pour nous aider à comprendre comment attirer et fidéliser tes clients. Martin Guillier, tu es responsable du pôle no-tourisme d'Atout France, no-tourisme et gastronomie, qui est présidé par Ludovic Valmont. Tu nous apporteras un éclairage sur les leviers pour renforcer cette attractivité des domaines viticoles en France et aussi à l'international, comme on l'a dit tout à l'heure. Thibaut Spech, ça va, Antoine. ouais. C'était facile, mais je l'ai raté quand même. Vigneron indépendant. Alors, attendez. Vigneron indépendant à Mittelbier. Tu nous partageras ton expérience, après l'avoir fait au cours des circuits d'hier, ton expérience terrain et la manière dont tu as structuré des offres no touristiques rentables et compétitives. Christophe, quoi? J'ai une idée. Non, Super idée. Non, pas encore. Mon idée, si on faisait toutes nos visites gratuites. Oui, tu as raison, voilà. Si on laissait aussi rentrer les clients, voilà, repartir avec une caisse de vin en guise de souvenir gratuit, tant qu'on y est, autant leur donner les clés du domaine, non? Non, mais il ne faut pas pousser non plus. Bon, voilà, une expérience, ça se valorise. Les gens sont prêts à payer pour un moment unique, surtout si c'est une vraie immersion dans ton univers. Ok. Bon, d'accord. Mais moi, je ne ferais pas payer d'avance. Je préférerais quand même que les visiteurs règlent sur place. Voilà, tu as raison, tu règles, tu bloques un créneau, tu refuses peut-être d'autres clients, tu prépares ton accueil, et si au dernier moment, ils ne viennent pas, tu as juste perdu ton temps et ton argent. Super. C'est un peu comme si un vigneron disait, allez-y, servez-vous dans ma barrique, et si vous aimez, revenez payer plus tard. Ah ouais, mais bon, c'est comme ça. Attends, quand tu vends du vin à l'étranger, tu envoies des cartons, tu payes le transport, et tu espères que le client te réglera quand il aura le temps? Ah non, moi je demande systématiquement le paiement avant d'expédier. Et ben voilà, les visites, c'est pareil. Bon, tu marques un point. Merci. Bon, si je fais payer d'avance, comment je fais pour que ce soit simple et que les visiteurs ne soient pas piégés alors? Et les tendances montrent justement que les clients veulent des expériences bien construites, leur racontant une histoire qui les plonge dans ton univers. Tu crois qu'un touriste qui réserve une balade au Montgolfière paiera après l'atterrissage? Attends, tu veux dire que plus l'offre est qualitative, plus ils sont prêts à payer en avance? Exactement. Aujourd'hui, les visiteurs réservent en ligne, ils paient sans hésiter pour des immersions uniques. Et ça, Christophe va nous raconter comment il fait sur son territoire. Oui. Alors, je vais essayer de te convaincre. Hein? Bonjour à tous. Moi, je vais essayer de vous parler de prendre une petite parenthèse. Vous en êtes d'accord? Ah, c'est le café. Vous en êtes d'accord? Ouais, voilà, j'essaie, voilà. Alors, Kaysersberg, levez la main, qui ne connaît pas? Ah oui, quand même. Marc, Madame la Présidente de l'ADT, il faut faire quelque chose. Alors, Kaysersberg, c'est un petit village irréductible, c'est 2000 habitants, village préféré des Français en 2017. Beaucoup trop de touristes, mais pas assez, puisque vous n'êtes pas tous allés. Nous, on a un office du tourisme intercommunal, vous imaginez bien. On est en plein cœur du vignoble, on est à 10 minutes de Colmar, 16 000 habitants sur notre territoire.
Et puis, moi, je suis arrivé il y a 24 ans hier dans mon poste. Alors, vous allez dire, ouais, le vieux, il ne veut pas partir. Bah, je suis bien, on est très bien. Et puis, quand moi, je suis arrivé il y a une quinzaine, après 5 ans, je me suis dit, bon, je ne suis pas alsacien. Et la visite qu'on faisait dans le vignoble, je ne sais pas si vous savez que les vins d'Alsace, on a 7 cépages. Et à chaque fois que je suis rentré dans un domaine, c'est « Ah, bonjour Christophe, allez, on y va, on commence. Le Sylvaner, le Muscat, le Riesling, le Pinot Blanc, le machin, ouais, je vois les trucs. Ouais, ça vous a plu? Ouais. Ouais, il est bon, celui-là, je préfère celui-là. » Et j'ai fait plusieurs caves, c'est toujours pareil. Je me suis dit, là, l'expérience, moi, elle n'y est pas. Et on a travaillé, on a invité tous nos vignerons. On a plus de 60-70 vignerons sur tout le territoire. On les a tous invités comme vous, à un congrès comme ça, et on leur a dit, c'était en 2014, on leur a dit, on va essayer de réfléchir tous ensemble pour faire une expérience extraordinaire au niveau du vin. J'ai commencé à dire qu'il fallait le faire payer, Christophe. Tu te rends compte? Là, il y en a déjà la moitié qui sont partis. Mais vraiment, un véridique, je vous jure que c'est vrai. L'autre dit, non, moi, je ne fais pas payer mes dégustations, les gens, ils poussent la porte. Nous, on a la chance en Alsace, c'est que les gens poussent quand même beaucoup la porte des vignerons par rapport à d'autres régions. Enfin, c'est selon les statistiques, et ça, Martin, si tu as des éléments là-dessus, je crois que c'est quand même vrai. Et puis, on a eu la chance d'être accompagné par la communauté de communes qui nous a mis un petit budget pour avoir alors pas un consultant, quelqu'un qui écrit, je ne l'ai pas vu là, c'est Odonine, qui est dans le milieu du vin, qui nous a accompagnés. Et l'idée c'était de dire quoi? Du vin, vous venez de toutes les régions de France, vous savez tous en faire. Tous bons, on est d'accord? Qui fait du vin mauvais? Donc ça, vous en faites tous du bon. Donc rien vous départage par rapport aux autres. Alors s'il y a le blanc, le rouge, le rosé, bon, on est d'accord. Chez nous, le blanc, hein, essentiellement. Hein. Même si les pinots noirs... Et là, on s'est dit, vous, madame la viticultrice, c'est quoi votre passion en dehors du vin? Vous, monsieur le viticulteur, c'est quoi votre passion en dehors du vin? Et comme ça, on en a trouvé 9. On est resté avec 9 vignerons. Imaginez, il n'y en a que 9 qui ont voulu partir dans l'aventure. Et on leur a dit, voilà, toi Nathalie, tu kiffes le chocolat, donc on va voir pour faire quelque chose avec vin et chocolat. Je vais vous donner un appétit avant le repas. Philippe Blanc, toi tu es un maître de Chicong. On va faire Chicong et vin. Aurélie, toi, tu kiffes le fromage. Il faut savoir que chez nous, on a beaucoup de fromage. Je voulais manger hier, le fromage au Munster. Qui n'a pas aimé? Ouais, Marc aussi. Donc voilà, on a fait une déclinaison de 9 thématiques différentes avec chaque vigneron, parce qu'ils avaient tous une passion. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'aussi, on est un territoire béni des vieux. On a 7 grands crus sur notre territoire. 7 grands crus, dont le premier qui a été fait en 2075, qui va fêter ses 50 ans cette année, en 2025. Oui, c'est ça, 50, ça fait ça. Le Grand Cru Schlossberg, je l'ai loupé celui-là, le Grand Cru Schlossberg, et le dernier Grand Cru qui a eu lieu en 2007, qui était le Kempferkopf. Vous allez prendre un stylo, l'envoyer me dire comment vous écrivez Kempferkopf. Ah. Je ne parle pas des Alsaciens, monsieur Spech, hein, on est d'accord. Donc voilà, on est parti là-dessus et on a créé ces parenthèses vigneronnes. C'est un moment privilégié pour un couple, même pour une personne, pour pouvoir effectivement venir passer un moment au domaine dans cette cave et mélanger la passion du vigneron. Je vais utiliser le masculin, on ne voulait pas mesdames, mais la passion du vigneron pour, je peux dire de la vigneronne, mais il n'y a pas que des vigneronnes, qui vont leur faire passer un moment extraordinaire. Et ça marche. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était pas gratuit. À votre avis, combien on a pu vendre cette prestation il y a 6 ans, hein?
Ce n'est pas les francs, hein, on était déjà passé à l'euro en Alsace. Hein. Combien? 5 francs? 25. Alors 20 euros. On a commencé à 20 euros. Aujourd'hui, en 2025, on a 30 euros l'activité. Je vous dis tout de suite les chiffres, Christophe. On en vend, bon, l'année dernière, on en a vendu 550. C'est un produit qui est vendu uniquement par l'Office du tourisme, même si aujourd'hui, les vignerons le mettent en avant directement chez eux, et on est là-dessus, il n'y a aucun problème. Notre job, nous, c'était d'amorcer la pompe. Et puis depuis, ce qui était beaucoup important, j'écoutais Bruno Delmas et Olivier Pépin tout à l'heure sur scène. Ce qu'il faut que vous entendiez, ce qui est important pour nous quand il faut rendre quelque chose, c'est la disponibilité du vigneron. Moi, je me souviens, les équipes, elles appelaient chaque vigneron pour savoir s'il y avait de la dispo quand elles avaient le client en face d'eux. Ça a fini. Aujourd'hui, et ça marche, ils mettent à jour leur disponibilité. Tous les jours, je vous jure, vous pouvez venir tout à l'heure à l'Office du tourisme après-midi si vous ne rentrez pas. Vous voulez faire une parenthèse vigneronne, je suis pratiquement sûr de vous trouver une disponibilité. Peut-être pas celle que madame voulait avec vin et chocolat, parce que peut-être qu'elle n'est pas disponible, mais j'en aurai une sur les 9 qui sera pratiquement disponible. Et ça, c'est très simple, c'est chaque vigneron qui met sur un planning, qui met à jour ses disponibilités, et en temps réel, ils voient si c'est réservé ou pas. Tu as des questions, Christophe? Je suis clair dans mon projet, dans mon produit? Alors depuis maintenant 10 ans, on a fait, en 10 ans, on a fait évoluer aussi cette parenthèse vigneronne. Ce qu'on a fait, on a proposé le repas, mais pas chez le vigneron. Ça va intéresser Martin. C'est l'idée aussi, c'est de faire travailler les deux filières, la viticulture et les restaurateurs de notre territoire. Et on leur a demandé, dans ce repas Accord Mets et Vin, d'essayer, tant que possible, de proposer les vins du vigneron où les gens ont été fait leur parenthèse vigneronne. Je ne vous dis pas que ça marche à tous les coups. Parce que vous le savez, chaque restaurateur a une affinité avec son vigneron. Mais là, on vend 150 repas en plus des parenthèses vigneronnes par an. C'est un repas qui est vendu entre 60 et 80 euros pour... alors, on a fait la tradition, qui est des repas plus traditionnels. Tous ceux qui ont des bibes gourmands, c'est 80 euros par personne. Hein. Donc, c'est Accord Mets et Vin avec 4 verres de Grand Cru sur le repas. Et puis, on a la chance d'avoir 3 étoilés Michelin à 1 km à la ronde de notre territoire. Donc, on propose également le repas Accord Mets et Vin en formule gastronomique. Je ne vous cache pas que celui-ci, c'est le plus dur à vendre. Hein. Parce que malheureusement, on n'a pas les clientèles qui viennent forcément à l'Office du tourisme pour acheter ces prestations. Oui? Combien? Le prix pour chez un formule étoilée? Alors ça varie entre 140 et 240. Voilà. Juste le repas. Hein. Voilà. Mais allez-y, hein. Appelez-moi, c'est super. Moi j'en ai fait, c'est vraiment bien. Combien de vignerons? 9. Je l'ai dit tout à l'heure, 9 vignerons qui jouent le jeu avec nous sur la parenthèse vigneronne. Et on n'en accepte pas d'autres. Depuis 10 ans, je n'arrête pas d'être sollicité pour « Ah, mais nous aussi on veut faire, nous aussi on veut faire, nous aussi on veut faire ». Non, on est un peu psychorigine en Alsace. Hein. Moi j'ai récupéré ce problème. Ouais, Marc, je sais. Ils ont joué le jeu il y a 10 ans. Ils se sont investis. Ils ont pris du temps. Il y a tout un retour qui est fait avec eux pour présenter la parenthèse. Ça a vraiment été scénarisé. Alors on va dans le vignoble, on va dans la cave et on profite de l'expérience. Généralement, c'est que des couples qui y vont. C'est 2, voire 4 personnes, mais ça peut être des couples qui ne se connaissent pas, qui se retrouvent au même moment à la même heure. On bloque volontairement à 10 personnes, on ne fait pas plus de 10, on peut la vendre pour 20. Je crois qu'il y en a qui sont allés, ceux qui ont fait le circuit 3 hier, vous êtes allés
faire une parenthèse vigneronne, vin et chocolat chez Nathalie, je crois. Alors vous avez droit qu'à 2 chocolats, elle m'a dit, 2 verres. Non, elle vous en a donné plus, à vous? Voilà. Je vois Philippe qui vient d'arriver. Il y en a d'autres qui ont fait du qigong aussi hier. Donc voilà, c'est des moments qui sont assez magiques. Et une fois qu'on a fait le repas, on a dit, ils vont pas rentrer en voiture quand même. Donc on propose de dormir. C'est à peu près 200 personnes qui dorment chaque année dans cette formule, parenthèse vigneronne, repas, hébergement. Donc on a moyen encore. Alors là on arrive sur une formule saveur, on est à 380 € pour un couple pour cette journée et cette nuit, quoi. Donc voilà, c'est très raisonnable. Donc pour moi, ce qui est important de vous dire, c'est la réservation. Je sais qu'il y a une question qui vous brûle les lèvres. Combien tu gagnes là-dessus, Christophe? Pas grand-chose. Les premières années, on était à 0% de commission. Aujourd'hui, on est à 10%. On travaille avec un gros Théo qui nous apporte aussi beaucoup de monde. C'est Vinotrip. Vous connaissez certainement, j'espère que vous connaissez. Et c'est vrai que nous apporte du monde, c'est un peu plus de temps. Alors là-dessus, l'Office du tourisme accepte de perdre sa commission. Donc on travaille à 0. Mais c'est pas grave, c'est ça aussi le but des offices du tourisme, des acteurs publics, de pouvoir vous accompagner, vous aider et pas de faire forcément du business. Je suis bien dans le temps. Tu as peut-être une question, Christophe? Oui, en termes de saisonnalité, quand est-ce que le... On cartonne en janvier, février, mars. Waouh! Toi, je sais pas. Non, évidemment. Alors, on en vend un peu. Je n'ai pas les pourcentages. Je pourrais les donner à Christophe, il vous enverra dans le rapport. Mais effectivement, nous, ça va refonctionner là à l'ouverture l'ouverture de la saison à Pâques. Alors, des fois, Pâques commence le 30 mars. Donc, des fois, ça va mieux. Là, cette année, c'est le 20 avril. Non, on a pourtant une station de ski, pas loin de chez nous, que l'Office gère aussi en communication, mais les gens ne sont pas forcément là pour aller faire des parenthèses vigneronnes à ce moment-là. Je ne dis pas qu'il y en a 0, mais c'est vrai, mais en tout cas c'est disponible. Comme l'a dit Bruno tout à l'heure, mettez de la dispo. Si ça peut se vendre, on peut le vendre. Nous, en tout cas, on est opérationnel. 65% des ventes sont faites en ligne. 40%, alors 35 du coup, 35 sont faits au comptoir en vis-à-vis, nous, avec nos équipes commerciales. On va demander son avis à Martin sur la saisonnalité. Ah oui, Martin, aide-moi à remplir janvier, février, mars. Merci. Oui, alors sur la saisonnalité, peut-être deux mots d'abord pour me présenter. Donc, je m'occupe effectivement du pôle de tourisme et de gastronomie d'Atout France. L'idée de ce pôle, c'est un outil qui est au service des territoires touristiques, des acteurs de la filière et qui regroupe à la fois les territoires, les institutions touristiques, comme les Alsace Destination Tourisme pour être local, et les acteurs de la viticulture, comme les vignerons indépendants par exemple. Ça regroupe aussi un certain nombre d'opérateurs, qui peuvent être des transporteurs, des hébergeurs, des domaines viticoles. L'idée, c'est de mettre tous ces acteurs autour de la même table et de construire ensemble des projets qui soient bénéfiques pour le développement de la filière. Ces projets, ils sont autour de 3 grands axes. Le premier, c'est avec la promotion. On gère par exemple un salon qui s'appelle Destination Vignoble, qui a pour but de commercialiser, d'aider à commercialiser l'offre de touristique auprès des acheteurs internationaux, donc pour opérateurs et agents de voyage. Le deuxième axe, avec la structuration, et on gère pour le compte de l'État la marque Vignoble et Découverte. Et le troisième axe, ça va être l'observation, c'est celui pour lequel je suis là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va piloter un certain nombre d'études pour essayer d'avoir une espèce de capacité d'intelligence, d'observation, d'intelligence économique sur la filière. Et donc, pour revenir à la question originale qui était sur la saisonnalité, Christophe, tout à l'heure j'ai entendu que le tourisme avait lieu toute l'année, c'est vrai, mais ça reste du tourisme, donc il y a quand même une saison. Cette saison, elle démarre, grosso modo, alors je parle au niveau national, je laisse volontairement de côté les spécificités régionales. Au niveau national, elle démarre avec les ponts de mai et elle s'achève début octobre. Avec donc une courbe touristique relativement classique, mais ce qui va différer par rapport à un tourisme de littoral, par exemple, de bord de mer, ça va être une montée en charge sur les mois d'août et les mois de septembre, qui est beaucoup plus importante. Là où le tourisme de bord de mer, on est plutôt sur juillet.
Alors évidemment, en septembre, on a un grand marronnier, on a les vendanges, on a une actualité très forte, on a une envie, on a une appétence pour le tourisme, on a une opportunité qui est là, qui nécessite bien sûr une certaine organisation, mais on a un potentiel qui est assez fort sur le mois de septembre. C'est ça que tu voulais m'entendre dire, Christophe. Oui, on va demander à Christophe ce qu'il en pense de cette période des vendanges. Ah oui, alors ça c'est un vrai... Je vais rester assis, ça ne vous embête pas? Non, voilà. On a énormément de demandes pendant les vendanges, mais vous êtes très peu disponibles. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Ça fait 25 ans que je réfléchis, et si tu as une solution pour toi, pour me dire. Mais oui, alors c'est un peu embêtant parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec... ce que disait Bruno, c'est qu'on crée l'envie, et à un moment, mince, on est là, on est venu spécialement en Alsace pour les vendanges. On peut faire, comme dans beaucoup de régions, on peut aller vendanger d'un jour également, on peut faire différentes autres activités. Et là, on a envie de faire une parenthèse vignerone. On a, nous, les clients captifs, qui sont prêts, parce que vous imaginez bien, s'ils sont venus au mois de septembre, c'est qu'ils aiment le vin. Alors, on a aussi des gens qui achètent ces parenthèses qui ne boivent pas de vin. Alors là, je ne comprends pas trop, mais bon, c'est comme ça arrive. Donc, c'est vrai que sur ce mois de septembre, peut-être essayer de trouver des roulements, donc c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye d'avoir quand même une parenthèse disponible, non pas dans tous les créneaux qu'on a sur toute la journée, mais d'essayer d'en faire. Mais c'est vrai que c'est une vraie problématique. Martin, nous, décembre, ça cartonne aussi. Hein. Je te rassure, la saison ne s'arrête pas en octobre. Et puis, à part de la saisonnalité, ce que je voulais dire aussi, c'est que nous, toujours avec ma chérie quand on part à l'étranger, c'est que nous, on est plus que parfait en Alsace, je me permettrai. C'est que nos visites parenthèses vigneronnes, on les fait en français, en anglais et en allemand. Et on les fait jamais à la même visite dans les 3 langues. Ça veut dire qu'il y a des créneaux, langue par langue. Il n'y a rien de plus embêtant de faire une visite où on parle un coup français, un coup anglais, un coup français, un coup anglais. Ça dure déjà tout de temps. Et puis, c'est pas passionnant. Donc voilà, c'est aussi ça, Christophe, qu'on a mis en fait. Et pourquoi? Parce que peut-être Martin peut nous dire aussi, par rapport aux clientèles étrangères, les Américains qui vont revenir en masse boire du vin, puis qui ne pourront plus en boire chez eux. Thibaut, tu voulais parler Ah oui, je l'ai coupé, Thibaut, pardon. Je pense vraiment que c'est une question d'échelle en fait. Il y a une échelle où on n'est pas capable de le gérer parce qu'on a plusieurs casquettes. Celui-là de maître de chaise, celle de gestionnaire du personnel, hein, on connaît tout ça. Celle accessoirement de commercial parce que le commerce n'arrête pas, donc il faut savoir déléguer. Donc ça peut être un projet de structure, d'arriver à avoir une personne qui s'occupe que de ça. Et dans ce cas-là, effectivement, septembre, clairement, chez nous, c'est le plus grand mois. En œnotourisme? Ouais, comme quoi on a le... Tu veux pas venir dans la vallée de Kaisersberg? En œnotourisme, je te l'ai déjà proposé, Christophe, mais il y a un problème de territoire, il paraît. Non, mais tu dégages, tu déménages ta cave. Donc oui, effectivement, en œnotourisme, on fait sur le domaine 130 prestations de vendangeurs d'un jour. C'est un peu sportif. Oui. Combien de doigts coupés? À peu près 1 par jour. D'accord. Donc les clientèles étrangères, rassure-nous Martin. Alors les clientèles étrangères, alors déjà pour vous donner une idée du volume, donc effectivement on pilote un certain nombre d'études sur la fréquentation touristique. La dernière étude, qui est parue il y a quelques mois, elle chiffre la globalité du marché touristique en France à 12 millions de touristes par an. Ce qu'on a constaté, c'est que là, dans nos mesures précédentes, on est sur une croissance continue, régulière. Donc la dernière grande étude de ce type, c'était 2016. Entre 2016 et 2024, on est à plus de 20% de fréquentation, plus millions. Et ce qu'on constate, pour revenir sur les clientèles étrangères, c'est que cette croissance, elle est d'abord tirée par les clientèles étrangères. Et au premier rang desquels on compte les Britanniques, les Belges et les Américains. Ben voilà, les Américains, ils sont là. J'ai pas le pourcentage pour vous amener des éléments sur combien on a d'étrangers. Je pense, à vue de nez, là, par rapport au Résas, c'est à peine 10% hein, de clientèle de sortie parenthèse vigneronne en anglais ou en allemand. Pourtant, on est tout près de l'Allemagne. On croirait que l'allemand
viendraient plus, mais c'est beaucoup plus de Français. En Vinoterie, déjà, ils sont très ciblés franco-français. Donc voilà. Alors, si je reviens à mes chiffres, donc sur les 12 millions, on a à peu près 5,4 millions de touristes étrangers. On considère que la France accueille chaque année 100 millions de touristes étrangers. C'est vous donner une idée un petit peu du potentiel qui reste, de la marge qu'il y a, qu'on peut encore gagner sur ces clientèles étrangères. Moi, je voulais parler du prix aussi un peu, Christophe, si tu en es d'accord. Je sais pas, vous l'avez tous vu, Bruno tout à l'heure a parlé de Get Your Guide. Moi, j'aime beaucoup la télé, donc je regarde beaucoup les pubs, je regarde beaucoup. Et je sais pas si vous avez vu, là, depuis 6 mois, Get Your Guide n'arrête pas de faire de la pub en France. Si eux font de la pub en France, ils ne le font pas comme ça, hein, juste pour enrichir les médias français. Moi, ma problématique, je veux bien monter sur Get Your Guide. Et là, on va peut-être parler tarif avec Thibaut. Mais pour ça, on n'est plus à 10% de commission. Get Your Guide, on a regardé, enfin je ne sais pas si Bruno est dans la salle, mais je pense qu'on est à quoi, 20, 25% à peu près de... On avoisine quasiment les 30. Voilà, merci. Bruno a mué. Mais voilà, donc 30%. Donc 30%, moi je veux bien encore Office du tourisme, laisser mes 10%. Et je veux bien faire le travail, alors il n'y a pas beaucoup d'offices comme ça, hein. Il y en a qui disent, moi je veux du blé, mais l'ADT il n'arrête pas de nous taxer, il veut des sous, mais nous on veut bien... c'est un petit message comme ça au passage. Oui, rassurez-vous, vignerons, on a le même problème que vous, nous, hein, voilà. Donc, pour monter sur ces produits, nous, on a les équipes techniques qui sont capables de le faire, qui sont capables de suivre, donc ça décharge la partie viticulture, mais à un moment, on arrive au prix, quoi. Et 30%, alors on a deux solutions. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses du tarif qui vaut le. Alors justement sur la tarification, c'est pas simple parce que c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Je fais une petite parenthèse juste pour me présenter rapidement. Thibaut Spech, vigneron indépendant à Mittelvire, et accessoirement j'ai un master en économie et société. Pendant mes études, j'ai fait pas mal d'animations et donc quand je suis revenu sur le domaine, c'est naturellement que je me suis tourné vers le no-tourisme pour faire venir du monde parce que mon domaine il a un point fort qui est aussi un point faible. On est à Mittelvire. Quelqu'un connaît Mittelvire dans la salle, hormis les personnes qui étaient là chez moi hier? Merci beaucoup. Voilà. Mittelvire, c'est un petit village qui a été complètement rasé pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il ne reste pas grand-chose. Mittelvire, c'est aussi un village finalement qui est coincé entre des géants. Donc on est sur le triangle d'or entre Ribeauvillé au nord, Eguisheim au sud, Colmar à l'est. Au milieu de ce triangle, on rajoute Kaysersberg et Erikvir. J'ai cru qu'il n'allait pas le dire, quoi. Ne t'inquiète pas. Donc forcément, pour trouver sa place, c'est compliqué. Mais en même temps, il y a une opportunité folle, c'est que sur la route du vin en été, on a jusqu'à 15 000 voitures par jour qui passent à 50 mètres de chez nous. Donc le tout, c'est de trouver un petit élément pour les faire venir. Faire venir juste 0,001%, ça suffit. Et le no-tourisme, eh ben, c'était la solution qui me paraissait le plus opportune, par rapport à mes compétences, mon passé, et puis aussi par rapport à la concurrence. Voilà, sur les coûts, effectivement, on va revenir sur les activités, le coût des activités. Je me suis un petit peu baladé sur Internet pour faire cette petite intervention, parce que je suis un petit peu perdu comme vous. J'ai trouvé une superbe animation qui m'a donné envie, parce que j'avais un petit peu faim quand j'ai préparé cette présentation, avec une dégustation, visite de cave, avec planchette de charcuterie fromage. Alors j'ai vu dans la Loire qu'on le proposait à 15 €, j'ai vu en Alsace qu'on le proposait à 29 €, et j'ai vu dans une troisième région, je ne me rappelle plus laquelle c'était à 40 €. Alors on va faire un petit sondage selon vous, combien ça vaut? Qui pense que ça vaut 15 €? Levez la main s'il vous plaît. Waouh, on est à peu près... Ah, une personne. Qui pense que ça vaut plutôt 29 €? Levez la main s'il vous plaît. Ok, 60-70%. Qui pense que ça vaut 40 €? Ok, on a 3-4 personnes. Formidable. Donc la grosse majorité sur 29 €. Super, super. Maintenant j'ai une question. Combien ça coûte? Quelqu'un a un élément de réponse? Non? Qu'est-ce qu'on va prendre en compte finalement dans notre prix?
Là, ça, tout le monde devrait pouvoir répondre. Qu'est-ce qu'il faut qu'on compte? Alors, pas tous en même temps, levez la main sur une madame. Votre temps. Ouh, un point par ici. Autre chose? La qualité de la charcuterie proposée. La qualité de la charcuterie. Donc, en gros, la matière, la planchette. Ok. Le temps, on va l'estimer à combien, madame? Une idée? Pas d'idée? En pourcentage du prix? 50%. 50%. Est-ce qu'on est d'accord sur ce ratio de 50%? Est-ce que ça marche tout le temps? Non. Alors on va raisonner en coût horaire. Je suis parti d'un constat simple, c'est qu'on va dire une personne qui va faire cette animation pendant 1h30 avec un salaire mensuel net de 1800 €, ça va vous coûter à peu près 28 €. Waouh! 1 € de bénéfice. 1 €. Non, c'est pas un euro de bénéfice, là on est que sur les coûts. Ah, pardon. Après, on a dit la planchette. La planchette, on va l'estimer à combien? Pardon, j'ai entendu une super bonne réponse. 5 €? Non, c'est un peu plus. 15 €? Allez, moi je suis parti sur 7,50 €. Ok, 7,50 €. Qu'est-ce qu'on a encore qu'on n'a pas compté dans les coûts liés à l'animation? Le vin. Le vin, on dit combien, madame? 7,50 €? J'étais un peu moins gourmand, j'ai mis 6. Parce que si on met 7,50 €, finalement, on risque de compter le temps 2 fois qu'on va passer à le salle. On a encore quelque chose? L'infrastructure, merci beaucoup. Alors là, c'est le coût finalement fixe variable. Je m'explique. C'est fixe par rapport au domaine que vous allez être, mais ça va être très différent selon vos investissements. Par exemple, si vous avez fait un investissement de 70 000 € dans votre infrastructure, amorti linéairement sur 7 ans, voilà là, des chiffres, ça va vous faire 10 000 € par an. Si vous avez un flux de 4 000 visiteurs à l'année, ça va vous faire 2,50 € par visiteur. Donc je suis parti sur 2,50 €. Donc là, on a listé grosso modo tous les coûts propres à l'animation. Donc on a dit 28 € pour le temps. On va se dire qu'on a un coût qui vient, qui va du coup générer un chiffre d'affaires qui sera variable, 30 € pour la formule à 15 €, 58 € pour la formule à 29 et 80 € pour la formule à 40. On reprend notre temps, 28 € plus 7,50 €, ce qui nous fait 35,50 €. Plus de 50, 36. Pardon? 35,50 plus de 50. Ouais, et alors là, on a fait toute une erreur, c'est qu'on a dit que le vin c'était 6 € par personne et que 2,50 € par personne. Donc ça nous fait 28 plus 5, 33, plus 15, 48. On a tout là? Non, il nous manque un truc super important. La communication. Merci beaucoup, la communication. Alors on a entendu Get Your Guide, ça monte à 30%, TripAdvisor, ça va être entre 21 et 24%, un peu plus si vous voulez être un peu boosté. Et puis il y a un truc qu'on compte pas très bien, c'est tout ce que nous on met en place. Qui fait des flyers dans la salle? Ok, super. Ça vous coûte combien et ça vous rapporte combien? On est capable de le mesurer? Très difficilement. Qui sait combien va lui coûter son site internet finalement pour générer des réservations? On est capable de le mesurer? Pas tellement. On se base un peu sur une idée fausse que lorsqu'on le fait nous-mêmes, ça coûte moins cher. C'est juste que ces coûts sont dilués, donc on s'en rend pas vraiment compte. C'est pourquoi dans notre hypothèse de travail, on va se dire qu'en moyenne, quand on a des super partenaires, des superbes offices touristes qui prennent que 10% de com, je dis bien que 10% de com, et bien plus des Get Your Guide qui montent à 30, on va être en moyenne à 20% de coût. On revient sur notre vente. La première vente, 2 personnes, 2 fois 15, ça fait 30, sur lesquelles on va avoir 20% de coût, ce qui va nous faire, à la louche, 6 €. Ok? Si on est à 58 €, on va faire 20% des coûts, ce qui va faire, je pense, 11,60 €. S'il y a quelqu'un qui veut vérifier avec son smartphone, il est bienvenu. Et enfin, si on fait 20% de 80, ça doit faire, à la louche, 16 €. Donc là, on va voir que finalement,
à 30 €, on est dans les choux. Et de très très loin, hein. Juste avec le personnel, on voit que ça suffit déjà pas. On était déjà à plus de 40 € avec tout ce qu'on a compté. Donc si on rajoute la communication, on va dépasser les 60 €. Pardon? Le personnel que tu reçois, Ah, je sais pas. On est parti sur un coup. On reviendra là-dessus. Parce que ça, c'est la deuxième partie. Effectivement, en gros, on va finalement trouver des chiffres. Je vais les sortir pour être exact, de ma petite poche. Alors, du coup, le coût global dans notre hypothèse. Le coût global pour finalement la prestation qu'on aura vendue 30 €, ça sera 66 € en tenant compte de la communication. Pour la prestation qu'on aura vendue à 29 €, ça sera 71,60 €. Et pour la prestation qu'on a vendue à 40 €, ça sera 76 €. Alors là, tout le monde va dire effectivement, bon ben du coup c'est 40 € juste prix. Sauf que si vous faites ça, ben, vous oubliez plusieurs éléments. Le premier élément, c'est comme monsieur a dit, c'est que quel est votre objectif? Est-ce que votre objectif c'est d'accueillir uniquement 2 personnes à la fois? Ou est-ce que votre objectif c'est peut-être d'en accueillir 4 ou 6? Du coup, ça aura un impact fort sur vos premiers postes de dépenses, qui est finalement le personnel. Deuxième chose, il faut aussi examiner la concurrence. Si vous êtes dans une région, au hasard la Champagne, où ça valorise très bien, on va avoir des prestations très chères, effectivement, vous n'aurez peut-être pas de souci à mettre votre prestation à 40 € quand votre voisin il est à 45 ou à 50. Après, il y a une concurrence qu'on oublie un petit peu, c'est la concurrence, on va dire, externe à notre profession. Sur ce genre d'animation, à mon sens, on va faire directement de la concurrence sur les restaurateurs. Pourquoi? Parce que finalement, on a des gens du public qui vient en Alsace, qui vient dans votre domaine, qui vient dans votre région, et qui se disent, bon, restaurant, c'est super bon, hein, hier on s'est bien fait plaisir, hier soir, mais là, à midi, si on continue comme ça, on va prendre 30 kilos. Donc on va peut-être manger un peu plus léger. Et bien à 29 €, vous allez peut-être être dans quelque chose qui sera considéré comme le juste prix par le consommateur pour une formule lunch top. En plus, super, on fait le 2 en 1. On a une vis de cave, on a une prestation. En plus, super, ça nous coûte moins cher. Donc forcément, là, vous allez toucher autre chose. Le risque, effectivement, c'est qu'à 40 €, vous ne soyez pas jugé comme pertinent par le consommateur parce que le prix est en décalage par rapport à ses attentes. Donc oui, à mon sens, 29 €, c'est un prix qui serait plutôt pas mal, bien qu'il y aura un dernier facteur qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, c'est finalement le facteur de la dégressivité en fonction du nombre de personnes. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les gens ils savent que les tarifs de groupe existent, donc vous n'aurez pas trop le choix que de faire un tarif de groupe à partir de 10 personnes, et donc il faudra aussi prendre en compte ça dans votre calcul. Voilà, il y avait beaucoup de chiffres, mais en tout cas l'idée c'est de dire prenez le temps. Prenez le temps de calculer et n'ayez pas peur de tout calculer. Et si un jour vous vous dites, bon ben je pense qu'un produit est vendable à 29 €, en ayant conscience qu'en fait il vous en coûte 33 ou 34 par personne, c'est pas grave. Vous pouvez essayer en vous disant, mon objectif c'est pas faire 2 personnes en même temps, mais c'est en faire 4 ou 6. Et au bout d'un an ou 2, voir si vous avez atteint votre objectif et réajuster. Et à l'inverse, si vous voyez que vous êtes sur un produit, vous êtes juste au-dessus de 20 € ou juste au-dessus de 30 €, mais que vous faites vachement plus de monde que vous voulez, que vous pensiez, et en tout cas, ça vous permet de baisser un peu le prix pour être en dessous d'un prix, d'un seuil psychologique, n'hésitez pas à le faire non plus. Mais il faut prendre le temps d'analyser. Comment tu analyses tu envoies l'information que ça peut être une analyse concurrentielle d'un consommateur par rapport à la restauration locale? Il y a combien de restaurateurs chez toi? Écoute, moi je prends un principe assez simple, c'est la demande en fait que j'ai en face de ce genre d'activité. Des restaurateurs dans mon village actuellement il y en a un, après à 10 km à Oron je pense qu'il y en a à peu près 40 ou 50. Ah bah, à Kaisersberg par exemple j'ai au moins 30 restaurants. Ouais, en fait je suis très bon. Ces restaurateurs, ils te prennent du vin? Pardon? Ces restaurateurs, ils te prennent du vin? Je pense que c'est pas tant la question qui peut se poser. C'est qu'est-ce que tu fais toi, qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi tu le fais. Si toi, ton business c'est de vendre du vin au restaurateur, effectivement ça peut te poser un problème. Alors tu positionnes sur le truc que tu veux. Après la question c'est
comme je dis que ça revient remplacer un repas au restaurant, c'est est-ce que ces gens iraient forcément être intéressants pour le restaurateur? Est-ce que ça va être intéressant pour le restaurateur de faire juste une tarte flambée pour 2 personnes avec 2 couverts et 2 verres d'eau? Je ne crois pas. Non, mais comment lui va avoir sa relation commerciale avec toi s'il te considère comme concurrent? Tout l'enjeu il est là, mais tout l'enjeu à un moment donné c'est qu'on ne fait pas exactement le même produit et que je ne pense pas que ça soit quelque chose de contraignant pour lui, au sens où toi clairement tu vas te positionner là-dessus, mais vraiment là c'est déjà de l'analyse, je ne suis pas sûr que tout le monde le perçoive comme ça, là c'est mon analyse personnelle, parce que clairement j'ai eu des demandes de groupes qui m'ont dit ouais en fait nous, le problème c'est que le restaurant on n'a pas le temps, le planning il est trop chargé, ou en fait on en fait déjà 4 et du coup ça nous gêne. Moi, je pense qu'il y a peut-être une clé, c'est d'avoir un intermédiaire comme nous, de mettre en relation, d'échanger. Ce que je ne vous ai pas dit dans les parenthèses vignerons, on les voit 1 à 2 fois par an, les vignerons, les restaurateurs et les hébergeurs. Ça crée du lien. Ça n'empêche pas que moi, j'ai des vignerons qui font aussi des planchers, qui font de la restauration. J'ai la chance d'être sur un territoire qui tourne très bien en termes de restauration. Donc voilà, mais oui, il y en a qui font des... à tous se dire, des restaurants à touristes, où moi je ne vais jamais, il y en a d'autres où j'y vais plus souvent. Mais je pense qu'il faut vraiment aller dans cette dynamique, par exemple, là, sur les restaurateurs pour les sensibiliser au vin. Moi, quand je leur ai proposé de vendre des verres de Grand Cru au verre, ils m'ont dit, non mais Christophe, on ne va pas ouvrir une bouteille de Grand Cru, parce que tu as 2 clients qui viennent le mardi, et je ne vais pas avoir de consommation de Grand Cru jusqu'au bout. Pas de souci. L'argent public, je le dis parce qu'on aime l'argent public. Alors moi, je suis assez. C'est la taxe de séjour, moi, qui paye que l'Office du tourisme, donc tout va bien. Mais alors, vous avez payé votre taxe de séjour en dormant ici, j'espère. Bon, ben voilà, donc président, c'est bien. Ce que je veux dire, c'est qu'on leur a offert des corps à vin. Ça coûte 250 ou 300 euros par tête. On leur a offert, on dit. Vous avez un problème d'ouverture de votre bouteille? Pas de souci. Tenez, voilà ce corps à vin, comme ça vous pouvez ouvrir un grand cru. Vous n'avez plus cette excuse-là pour ne pas servir des grands crus pendant ces repas qu'on propose. Donc voilà, moi je crois que c'est vraiment l'échange qu'il faut avoir et puis de trouver. Alors après, on a toujours des tordus, hein, et ben ceux-là. J'en ai un par exemple qui a quitté un restaurant, mais il était hyper honnête. Il m'a dit moi j'arrête, ça m'intéresse plus. Il m'a rendu le corps à vin. Bah, heureusement, oui. Je ne sais pas si je serais allé le chercher, mais bon. Si on regarde maintenant les autres prestations qui sont sur d'autres niveaux, Martin, est-ce que tu veux intervenir sur justement ce rapport entre les attentes, ce rapport prix-plaisir en fait? Le fameux rapport prix-plaisir, effectivement. Moi, je fais référence à la présentation de Bruno ce matin sur l'avènement du digital, l'avènement des avis clients. Les clients, c'est la base. Ça veut dire qu'il y a un basique maintenant à respecter dans son offre touristique, notamment en termes de qualité. Donc la qualité de l'accueil, la qualité du vin servi, la propreté des locaux, la facilité de parking, la fiabilité du horaire de réservation. Tout ça, ça fait partie du socle de base qui est primordial de respecter pour simplement être dans la course. Et puis après, effectivement, la visite dégustation reste le combo principal vendu en France en matière de tourisme. Mais ça s'est largement étouffé, notamment ces dernières années, avec les offres enrichies. Donc au combo visite dégustation, on va rajouter des prestations d'évolution. On va ajouter des prestations de restauration, des prestations d'activité qui vont servir un peu de produits tête de gondole pour faire briller. Mais le basique reste l'essentiel. La qualité des avis clients traités. Moi, Christophe, si tu me permets, j'aurais une question pour Thibaut, parce que je pense que vous l'avez tous. Enfin, je sais que nous, on a beaucoup de remarques, et j'étais hier soir avec Romain Gérard qui m'a donné une idée. Tu n'as pas compris dans ta valeur de prix ce que tu gagnes en termes de bouteilles qui sont vendues une fois que le client s'en va. Alors tu vas dire ça, c'est ton travail, vous êtes ouvert, mais c'est vrai que nous, on ne le recense pas, donc je lance l'idée à Philippe Blanc pour la prochaine réunion parenthèse vigneronne, qu'on ait des retours donc, pour capitaliser. Romain me disait hier, sur son pass vigneron, il a à peu près un panier moyen de 188 € par personne qui achète du vin. Donc voilà. Ça va être très variable.
c'est aussi un facteur qu'il faut prendre en compte que je n'ai pas cité, mais hyper intéressant que tu rebondisses là-dessus. Ça peut aussi être une des raisons pour laquelle vous allez tarifer une activité un peu de manière différente. Par exemple, quand j'entendais Christophe qui me parlait de la parenthèse vigneronne et qui disait qu'il a très peu d'Allemands, je pense en fait juste que les Allemands ne sont pas à aller sur ce type de produit parce que c'est des produits qui jugent souvent comme étant au-dessus de ce qu'ils sont prêts à mettre. Pas que ça les vaut pas, hein, mais juste c'est pas dans ce qu'ils sont prêts à mettre. Donc peut-être que pour ce public, eh bien, vous aurez un meilleur taux de retour en proposant une animation qui soit plus simple, avec un prix plus abordable et que vous aurez des meilleurs taux de retour. Moi, ce que je constate sur mon domaine, c'est que sur mon animation la moins chère, c'est là où finalement je vais générer le plus de ventes si je compare au coût de l'animation. J'aime bien faire des petits ratios, donc en gros, mon animation la moins chère, c'est la visite traditionnelle, visite des caves, dégustation, bretzel, et du coup, là, on est à 14 € par personne. Donc un couple va me générer 28 € d'activité. Sur ces 28 € d'activité, un couple en moyenne va me générer à peu près 3,50 € de vente par euro dépensé en activité. Donc fois 3,5. Donc à peu près 80 €. Ok ? Sur des animations où on aura des prix plus chers, ça ne va pas forcément être le même public. Sur des animations à 50 €, souvent on sera sur un public plus jeune, mais qui aura une consommation un petit peu différente du vin. Eux, ils ne vont pas acheter un carton, 2 cartons, 3 cartons, ils vont acheter une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles. Et ils ont l'impression, quand ils en achètent 3, d'avoir acheté beaucoup, mais juste parce que ça correspond à leur mode de consommation. Et donc là, finalement, on sera un ratio qui sera beaucoup plus faible. On sera peut-être un ratio de 1 pour 1, ou de 0,5 pour 1. Dernier élément, si vous avez du tourisme, du public qui vient effectivement de l'étranger, si c'est européen, vous pouvez peut-être avoir une stratégie de livraison en Europe, en ayant super bien négocié ça avec votre syndicat local. Et sur les États-Unis, tu as une idée? Pardon? Sur les États-Unis pour livrer. Alors, pour moi, c'est quelque chose que je fais très peu, pour la simple et bonne raison que pour l'instant, j'exporte encore aux États-Unis, donc je préfère envoyer vers mes importateurs. Ça me permet, vous avez peut-être le problème, moi aussi, ça on se refuse avec les vignerons. Moi j'avais certains vignerons, pas ceux de la parenthèse, mais qui disaient moi je veux pas d'Américains parce qu'ils sont venus en avion donc ils vont pas ramener de bouteilles. J'ai ça aussi comme réflexion. Ça évolue, je cache pas que depuis le Covid ça a un peu évolué. Mais pour répondre un peu de manière plus factuelle à la question, sur un groupe de 15 personnes qui viennent, on va dire, d'un tourisme grand export, ils vont en prendre en moyenne 5 à 6 bouteilles. Si vous n'avez pas de stratégie d'expédition vraiment établie. Est-ce que par rapport à tous ces sujets-là, et même ceux qu'on a abordés en début de matinée, il y a des questions dans la salle, ou des expériences, c'est le moment. Christophe, avant pour laisser le temps de réfléchir Bien sûr, pour compléter. Ludovic, je ne trahis pas de secret en disant qu'on travaille actuellement à un baromètre de tourisme qui fait le lien entre recettes générées par la billetterie, donc la vente de visites, et recettes générées par la vente de vin. On va suivre un panel de 400 propriétés à l'année, comparé après année. On a les chiffres 2023, on a les chiffres 2024. On partagerait ces données, bien sûr, avec les vignerons indépendants dès qu'elles seront publiques. Et ça sera bien.